Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes sur le plateau de Face à l'Afrique. Face à l'Afrique, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet important de renseignement, de services secrets et également comment ces services secrets fonctionnent-ils. Pour en parler, nous avons sur ce plateau deux candidats, deux intervenants de marque. Alors, à ma droite, M. Aristide Briand-Reboisse, président du Parti chrétien-démocrate de la République centrafricaine, directeur général de renseignements généraux, conseiller juridique droit de l'homme à la force régionale d'intervention de l'Union africaine pour la lutte contre la LRA de Joseph Kony. À ma gauche, M. Gabriel Maindo, ancien officier de renseignement de la FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, bien entendu, vous parcourez l'Afrique pour faire profiter aux États africains de votre expertise en matière de renseignement. Bonjour à tous, bonjour à vous. Alors, dites-moi, messieurs, je commence par vous, monsieur Aristide Briand-Reboisse, dites-moi, c'est quoi les renseignements généraux? C'est quoi le service de renseignement? C'est quoi toute cette nébuleuse-là? Expliquez-nous un peu. Je vous remercie de bien vouloir m'inviter sur votre plateau. Le service de renseignements généraux a plusieurs définitions, mais je vous donnerai la définition la plus basique qui soit. Les renseignements généraux, c'est une institution de la République qui a pour but d'assurer la sécurité du territoire, des populations et d'assurer la stabilité politique. Il permet aussi de prévenir les dangers, c'est-à-dire les risques multiformes de l'atteinte à la sûreté de l'État et au risque de déstabilisation des autres pays. Donc ça apporte aussi une garantie de sécurité sur le territoire dans lequel on vit, c'est-à-dire dans notre pays, et puis ça nous permet aussi d'éviter le malheur dans les autres pays par les moyens de coopération. Alors, M. Maïdo, bien entendu, vous étiez un ancien officier de renseignement. Dites-moi, renseignement militaire, comme la DGSE ici en France, ça fonctionne de la même façon? Si, exactement. J'étais dans les renseignements militaires. Pour compléter ce que M. Reboisse vient de nous suggérer, exactement, c'est une institution de l'État. Ça vraiment, c'est le noyau d'une république. C'est-à-dire, c'est le service de renseignement qui est au cœur, donc je peux le dire comme c'est un poumon économique pour les puissances économiques. Le service de renseignement, il est aussi vital, c'est-à-dire ça aide les décideurs, les politiques, surtout en matière de politique étrangère et même sur le plan de la sécurité intérieure. C'est souvent à 90% que le service de renseignement influence beaucoup de décisions, que ce soit en diplomatie ou en politique sécuritaire de l'intérieur d'une nation. Alors, quand un régime arrive au pouvoir, le régime a les manettes du pouvoir aujourd'hui, la première chose au niveau des services de renseignement, que font-ils ces gens-là? Je pense que quelle que soit la taille et la forme d'un régime, l'objectif souvent c'est d'assurer le minimum des fonctions régaliennes de l'État, c'est-à-dire la sécurité. Et l'objectif du régime, quand le régime se met en place, il requiert des éléments d'infraction pouvant constituer un risque, c'est-à-dire un élément de risque d'atteinte à la sûreté. Aussi sur le plan économique, nous nous déployons effectivement, si c'est des pays en reconstruction post-conflit comme la RCA, la RDC, le Tchad, effectivement, bon, je parle le Soudan, le Sud-Soudan, il y a plein de pays, il y a l'Ouganda, etc. Oui, l'Ouganda, le Rwanda. Voilà, l'Ouganda, le Rwanda, etc. C'est d'abord sur le plan, j'ai parlé des fonctions régaliennes, c'est-à-dire la diplomatie et la sécurité. Déjà, c'est de se déployer par des moyens de coopération bilatérale avec des États, commençons par les États voisins, par exemple, comme la RDC, comme le Tchad, comme le Cameroun, etc. Déjà, de parler de la coopération. Parler de la coopération dans ce domaine. Mais quand le gouvernement se met en place, le régime se met en place, alors la première chose, alors la répression, on traque les gens, on écoute les gens comme les Américains ont fait longuement avec la NSA. Bon, ça y est, il y a une autre définition qu'il faudrait, dans la pratique,
que je puisse vous dire, c'est l'ensemble des moyens qu'on mobilise, c'est-à-dire les renseignements, l'ensemble des moyens. Pas de langue de bois, pas de langue de bois. Moi, je pense que vous fonctionnez avec la langue de bois, moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Ouais. Dites-moi, quand un dictateur arrive au pouvoir, par exemple, alors qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui donne l'ordre comme au renseignement? Vous allez revenir. Réfléchissez par rapport à cela et M. Maindo va répondre à cela. Non, je serai direct avec vous. Voilà, allez-y. Je pense que dans des grandes démocraties, comme dans d'autres pays, soi-disant en voie bon, qui n'est pas totalement démocratique, il y a quand même certains habits des services de renseignement. C'est-à-dire ils oublient les rôles nobles qui est le leur, c'est-à-dire être réellement pour l'État, pour défendre les intérêts du peuple, mais ils se mettent plutôt au service des individus, des dirigeants politiques qui instaurent des méthodes qui ne sont pas des méthodes dignes des États normaux et démocratiques. Par exemple, dans certains pays africains, il y a ce qu'on appelle des fausses fiches de renseignement. C'est-à-dire, allez, expliquez-nous. Oui, des fausses fiches de renseignement, c'est-à-dire il y a un montage pour X, Y raison, on monte des fausses accusations contre vous, accusations visant par exemple atteinte à la sécurité de l'État, parce que vous êtes un adversaire politique. Donc, tout est contradiction envers le régime. Elle est méprisée, donc elle est mentée, d'où il faudrait que tout le monde s'aligne à la voie ou à la direction, à l'autorité qui est mise en place. C'est ça la difficulté. Dans des grandes démocraties aussi, il y a certains habits aussi qu'il ne faut pas les ignorer. Il y a des méthodes, par exemple, nous avons vu récemment en Afrique du Sud, avec Etienne Kabila, qui a été le service de renseignement sud-africain qui est passé dans le montage en essayant d'infiltrer les combattants qui sont en Afrique du Sud, les pousser à commettre des actes contre les infractions afin qu'ils soient arrêtés et les maîtriser pour qu'ils n'agissent plus sur le sol sud-africain. Voilà, il y a quand même certaines méthodes à déplorer, mais qui ne cadrent pas avec l'orthodoxie des services de renseignement. Alors dites-moi, vous êtes patron, vous êtes patron aussi, et dites-moi, alors, comment fonctionnent-ils ces services de renseignement en RCA, par exemple? Comment un étranger arrive, un opposant arrive, quelqu'un qui est un peu, qui n'a pas le faciès qui plaît, on commence à le traquer dès l'aéroport. Comment ça se passe? Déjà, il y a... Un étranger qui débarque à l'aéroport, alors, qu'est-ce qui se passe à l'aéroport? Non, c'est-à-dire, pour répondre à ça, c'est juste un élément parmi d'autres. Si l'étranger arrive sur notre territoire, nous avons aussi la mission d'assurer sa sécurité. Oui, c'est-à-dire commencer par l'identifier, savoir ce qu'il est venu faire. C'est le début pour voir s'il ne risque pas quelque chose. Mais je voudrais rebondir effectivement sur ce que Gabriel a dit tout à l'heure. Maindo a dit tout à l'heure. En fait, moi, j'ai appris le renseignement. Vous savez, le problème de l'Afrique, c'est souvent, on nomme un cousin, on nomme un proche, c'est lui qui n'a jamais suivi une formation pour raison de confiance et non de compétence. On lui demande de travailler dans le renseignement. Mais le problème du renseignement, l'objectif final recherché, c'est quoi? C'est de garantir un état de droit, la liberté publique et la liberté individuelle, et aussi la démocratie. Et donc, les pratiques, effectivement, il y a aussi un volet, volet manipulation en termes de renseignement. Et là, effectivement, à 90%, les services, si je parle des services, pas dans mon pays, la République centrafricaine. C'est moi qui ai créé le bureau de renseignement généraux en République centrafricaine. J'ai monté une architecture digne qui avait été saluée et respectée, et ça nous a permis, quand j'étais encore en fonction, d'éviter beaucoup de choses. Alors, en regardant ces services que vous avez mis en place, vous avez la conscience tranquille de voir qu'il y a beaucoup de morts derrière quand même ces services? Le service de renseignement, à l'époque où j'étais là-bas, je peux assumer ma responsabilité et dire que je pourrais développer le concept de zéro mort. Je n'ai jamais fait une fiche manchonnière. Il y a une barbarie terrible dans ces services de renseignement.
le problème de renseignement, c'est que quand je requiers des éléments d'infraction, je requiers Il y a des règlements de compte. Alors, vous avez réglé vos comptes personnels mais non, j'ai pas besoin. Quelqu'un a récupéré votre deuxième épouse, donc votre maîtresse, forcément, donc vous non, c'est une arme de lâche. C'est une arme de lâche. D'utiliser voilà, un instrument de l'État pour régler le compte de son ennemi, c'est une arme de lâche. Et puisque je ne suis pas là, je ne fais pas, je ne procède pas. Les autres le font. Mais les autres le font pour des raisons qui leur sont personnelles. Moi, je n'ai jamais fait ça. Par contre, j'ai été auteur aussi. Le fait de ma vigilance dans le travail, effectivement, j'ai été victime aussi des montages de fiches, comme Gabriel Mendo a dit tout à l'heure, et qui aussi m'a conduit à m'expliquer au tribunal. Au tribunal, dites-moi, comment fonctionne le service, l'ANR en RDC, Service national de renseignement en RDC? Comment fonctionne ce service? Tel que l'a dit M. Rowas tout à l'heure, c'est à peu près la même chose copier-coller dans des différents pays africains avec les modèles de nos anciennes puissances coloniales. Mais l'ANR, là-bas, c'est l'enfer. Je ne peux pas avoir un langage de bois. C'est l'enfer. Oui, c'est l'enfer. Quand vous êtes arrêté, oui, certainement, on ne fait pas cadeau aux gens. Donc, il suffit de vous aligner. Donc, si vous vous alignez, et même si vous vous alignez, il ne faudrait pas avoir une contradiction avec le chef qui est en place. Sinon, vous allez subir des traitements inhumains. Torture, etc. Comment ça se passe au niveau de torture? Vous allez répondre à ça, réfléchissez à cela. Vous allez répondre par rapport à la torture. Comment vous avez torturé les gens, bien sûr? Écoutez, il y a toutes sortes de tortures, surtout dans tous les services de renseignement congolais, que ce soit dans les renseignements civils ou le renseignement militaire. Il y a les gens qui sont... Des MIAP, etc. Renseignement militaire des MIAP, oui, je crois, mais non? Imaginez, vous êtes dans une petite pièce de 12 mètres carrés, au moins 5 à 10 personnes. Et vous êtes obligé de rester debout avec la chaleur qui est là. Vous n'allez pas bouger. Et parfois, on vous ramène des seaux avec de l'eau. Vous devez rester là-bas à l'intérieur de ces seaux-là. Tout ça, c'est pour vous torturer moralement et accepter même des histoires que vous n'avez pas faites et pour que votre culpabilité soit prouvée et que les gens qui font ça, qu'est-ce qu'ils cherchent derrière? Avoir une promotion, avoir la confiance du chef, que voilà, ils font des bons boulots. Alors qu'ils devaient plutôt mettre... Parce que les services de renseignement, M. Aristide Roas l'a si bien dit, c'est plutôt prévenir et sécuriser le pays. Donc, prévenir les dangers qui peuvent guetter un pays. Parce qu'un pays qui n'a pas un service de renseignement digne de ce nom, c'est un État qui est appelé à disparaître dans les jours qui viennent. Parce que si les services de renseignement, c'est pour cela que beaucoup de régimes en Afrique se sont écroulés de la sorte. Pourquoi les services de renseignement se sont détournés de leur rôle principal, qui est de prévenir, d'avoir des informations précises. Comme le service de Mobutu, par exemple. Oui, c'est ça. C'est ça. L'ex-Zaïre, bien entendu. Même actuellement, en RDC, avant qu'il y ait maintenant la force multinationale au sein de la MONUSCO, les services qui étaient toujours avec des faux renseignements, des fausses accusations, au lieu de donner de vrais renseignements, on a vu comment il y avait la multiplication des groupes rebelles qui avançaient, qui progressaient. Pourquoi? Ils profitaient de la défaillance, la déroute des services de renseignement pour avancer et faire ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Alors, quand on regarde la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure de la France, gérée par le ministère de la Défense, il y a 70% de civils, 30% de militaires, avec un budget colossal de 550 millions d'euros. Alors, vous avez quel budget? Et puis, vous allez répondre, je n'ai pas oublié cette histoire de torture. Alors, comment vous fonctionnez avec quel budget? Non, nous avons... Carte blanche, chèque en blanc? Non, c'est pas de... De toutes les façons, en République centrafricaine, on a le plus maigre budget de renseignement en Afrique centrale. On ne travaille pas avec grand-chose, c'est-à-dire le renseignement n'a pas été trop mis en valeur. On n'avait pas assez de moyens, comme par exemple le Tchad, comme par exemple le Congo, comme par exemple le Cameroun. Voilà. C'est ça. Mais il ne faut pas seulement penser au budget. C'est vrai que le budget, c'est aussi un moyen d'atteindre l'objectif. Mais il faut penser aux qualités
qualité des analyses qu'on recrute, comme par exemple le Cameroun, le seul pays aujourd'hui. J'allais en parler, voilà. là où il y a plus le service de renseignement, Oui. c'est assez important. Oui. Le pays fonctionne avec le renseignement. Oui, le seul pays aujourd'hui qui peut assurer sa sécurité en Afrique centrale et assurer aussi la sécurité de ses voisins, c'est le Cameroun. Avec un moyen humain et des qualités, des analyses qui sont très très compétents. Au-delà même, je connais le fonctionnement du service secret africain, puisque après j'étais aussi l'un des cadres du comité des services de sécurité et renseignement de la CAC, c'est-à-dire le CISAD au niveau de la CAC. Donc j'étais l'un des décideurs dans cette région, dans les 11 pays de la CAC. Mais c'est vrai que je ne peux pas garantir au niveau national la gestion, effectivement, la gestion de chaque pays. Le pays le plus abject en termes de renseignement, lequel? Où ça? L'Afrique centrale, ma femme, la région, l'Afrique. Où ça? Tu dois me poser la question, où ça? Pas de faux fuyants. Dites-moi, je vous ai aujourd'hui, alors je vous la non, mais le pays le plus... Je préfère que Mendo réponde à ça. Allez-y, vous avez peur de perdre votre marché. Alors, allez-y. Non, moi, honnêtement, il faut le dire, dans la plupart des pays au niveau de la sous-région, les budgets des renseignements est insignifiant. Mais la RDC déploie quand même des moyens. Oui, ça déploie des moyens, mais c'est toujours insignifiant parce que beaucoup des responsables des services de renseignement manquent même les moyens élémentaires, c'est-à-dire les téléphones des services parce que vous savez, les renseignements, si vous allez dans des rendez-vous de gauche, il faut avoir quand même un budget pour financer ces déplacements. Pour filer quelqu'un, par exemple, quelqu'un rentre dans un grand hôtel, il mange quelque chose, toi aussi, vous deviez aussi manger. Tout ça, il n'y en a pas. Parfois, ces gens-là font avec les moyens, le peu de budget que l'État met à la disposition des services, ce sont les grands chefs, les directeurs, chacun prend sa part et met dans sa poche. Comme Kalev, par exemple, le patron de renseignement en RDC. Oui. Kalev Moutombo, bien, ça s'appelle bien cela. Donc c'est comme ça, et le temps que ça arrive, peut-être les gens qui sont sur le terrain ne tirent profit de rien, ils le font que par patriotisme, par l'amour de la patrie, mais quel travail, quel sérieux que vous voulez attendre d'eux tant qu'ils n'ont pas suffisamment les moyens pour accomplir leur mission. Alors, il y a eu ces drames en RCA, avec le massacre, la guerre interethnique entre les Balaka et les anti-Balaka. Vous n'avez pas prévu cela, vous n'avez pas anticipé par rapport à cette crise. Et dites-moi, comment faites-vous pour tirer les informations d'une personne que vous arrêtez peut-être arbitrairement? Vous allez aussi répondre à la question où je parlais de torture. Non, mais pour répondre à ça, je pense que tous les Centrafricains, toute la République centrafricaine aujourd'hui sait que j'ai été l'unique personne qui avait prévu, non seulement j'ai prévu par écrit, parce que j'avais tous les éléments qui justifient cette déstabilisation. Le problème, c'est que dans notre coopération, effectivement, on ne peut plus gérer le problème de la sécurité tout en basant sur un concept purement national. La coopération joue un rôle. Quand une crise arrive en République centrafricaine, arrive en Afrique, surtout par exemple le cas de la République centrafricaine, il faut se poser la question de savoir d'où ça vient. La crise centrafricaine, c'est depuis l'histoire de Seleka, c'est depuis 2006. Donc vous avez... Alors dites-moi, vos méthodes pour soutirer les informations. Que faites-vous? Les méthodes pour soutirer les informations, c'est des méthodes. C'est-à-dire, moi, si j'arrête quelqu'un... Vous utilisez les cutters pour couper les doigts de quelqu'un, tout ça, etc. Non. Aujourd'hui, en Afrique, il y a une confusion dans le renseignement et l'information. Dites-moi alors. Parce qu'en fait, le renseignement, c'est le produit fini des informations recoupées. Souvent, les gens, quand tu as le renseignement, tu ne peux pas torturer le service secret, service de renseignement, alors dites-moi alors, comment ça fonctionne? Moi, j'ai géré le service de renseignement, qui est un service semi-public aussi. Oui, c'est ça que j'allais venir. Voilà. Et donc, mon objectif, effectivement, c'est d'aller chercher la preuve. Si quelqu'un est impliqué, j'apporte. Non. J'apporte. Parce que si tu fabriques,
Mais tu ne règles pas le problème. Tu n'auras pas la conscience tranquille parce qu'en fabriquant, tu cherches à porter le chapeau à quelqu'un, mais tu ne règles pas le problème. Alors, comment faites-vous Et ce n'est pas autorisé. Comment faites-vous pour recueillir les informations, pour récupérer les informations, pour soutirer les informations? Si je n'ai pas les preuves, effectivement, il y a des méthodes. Les méthodes quoi? Mais les méthodes traditionnelles. De faire prendre les gens par les jambes, tout ça, etc. Mais non. Ça n'existe pas en République centrafricaine. Je vous dis, en tant que pratiquant, j'ai été accusé aussi d'atteinte à la sûreté. Pratiquant comment? Je n'ai pas compris. Non, j'ai été gestionnaire de services de renseignement. J'ai été accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Les gens qui sortent de là, ou ils se trouvent dans des centres psychiatriques parce qu'ils sont complètement abîmés, ou des gens ils ont des stigmates sur eux. Dites-moi, comment fonctionnez-vous? Dans mon travail, j'ai réussi à éviter le malheur à certaines personnes. Ça, c'est une rhétorique que je n'apprécie pas beaucoup. Mais dites-moi. Non, le problème, c'est que moi, naturellement, je n'ai pas la mission de torturer les gens. Mais est-ce que ça se passe ou ça se passe Mais ça existe dans certains pays, bien sûr. D'accord. Alors, dites-moi, Mahindo, parce que vous êtes en train de sourire là. Alors, il est en train de fuir ses responsabilités. Il est patron d'un organe de torture. Moi, j'appelle ça un organe de torture, de répression mentale. Comment fonctionne-t-il? Non, moi, je pense au niveau de torture, comment ça se passe? Même vous, au niveau de l'armée, comment ça se passe? Je pense que, d'une part, moi, personnellement, je sais qu'il y a quand même... l'exception ne manque pas. Mais les grands pays comme les États-Unis ont pratiqué cela. On n'en disconvient pas, il y a toujours la torture. Il y a... Guantanamo, ça vous rappelle quelque chose? Oui, les abus. Les abus, on a même vu en Irak où les militaires américains, les États-Unis qui sont une grande démocratie, qui servent d'un modèle, tel que les militaires américains se sont comportés en Afghanistan, que ce soit en Irak, ça a posé beaucoup de questions sur la confiance qu'on pouvait encore servir des Américains comme étant une référence des armées dans le monde. Pour revenir... Alors vous, militaires, quand vous attrapez un insurgé, vous attrapez quelqu'un, vous attrapez quelqu'un de l'autre camp, comment faites-vous pour... Mais tout dépend d'abord de l'information, peut-être. S'il y a des catégories de situations, il y a quelqu'un qui est poursuivi pour atteinte des droits communs, ou bien soit pour des accusations politiques, il y a des consignes qui sont données par la hiérarchie. C'est-à-dire? Quelle méthode il faut appliquer? Il faut la torturer, il faut... Il y a eu beaucoup de tortures. Vous avez assisté à des tortures? Écoutez, je ne dirais pas personnellement, j'ai assisté. J'ai quand même entendu certaines tortures ou certaines choses qui se sont passées. Par exemple? Tel que je l'ai dit tout à l'heure là. On coupe une oreille, tout ça, etc. Non, pas du tout. Pas couper l'oreille, mais on vous met dans un état psychologique où vous n'allez pas résister aussi longtemps. Peut-être on essaie de vous torturer, que non, la corde, on vous met sur les coups, on vous dit non, voilà, on va vous faire pendre, il faut que vous parliez. Ou par exemple, on essaie de tirer un coup d'effet, voilà, pour vous pousser à dire que ce que vous avez dans le ventre, même accepter des choses que vous n'avez pas faites. Et c'est ça. Les malheurs, je dis, moi, à moins que je ne connais pas vraiment les vrais taux de pourcentage, mais quand j'étais en poste en RDC, je pense que c'est plutôt à 60 à 70% des plupart des cas, c'était des faux renseignements, des montages montés de toutes pièces contre les gens qui ne veulent pas se conformer à la ligne politique des autorités qui sont en place. Alors, c'est un moyen de répression. Alors, vous utilisez ça, vous avez un budget important, donc vous êtes en direct avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère de la Défense, parce que ça dépend où vous vous situez. Dites-moi, vous êtes un homme hyper puissant quand vous vous promenez dans une ville, etc. Vous êtes craint, etc. Moi, dans ma fonction, je suis l'équivalent de la DGSE. Je travaille beaucoup plus avec les renseignements extérieurs. Tout à fait. Okay?
Je vous donne l'exemple de ce qui s'est passé. L'origine, par exemple, de malheur de la RCA aujourd'hui, ça vient de Kigali, ça vient du Rwanda. Parce que c'est là-bas où, le 14 avril 2006, il y a eu la première réunion de la mise en place de la coalition Seleka. Et après, Kigali, c'était effectivement au Tchad. Il y avait eu Seleka 2 au Tchad, où ils se sont constitués pour essayer d'aller déranger le régime de N'Djamena, qui naturellement a bien résisté, effectivement. Donc c'est la 3e Seleka qui a eu lieu en République centrafricaine. C'est juste pour prendre le mot Seleka en sango signifie mariage, c'est-à-dire voilà, c'est mariage, c'est une union, effectivement. Et donc ils ont mis effectivement ce mot en sango, mais les combattants effectivement venaient des pays effectivement comme le Tchad, le Soudan, le Darfour, et puis etc. Et donc il y avait une nécessité pour moi à l'époque de travailler plus en coopération avec des services et surtout le Cameroun, effectivement. Alors, dites-moi, on dit que, mais dit-on, les services de renseignement rwandais, c'est les services les plus redoutables. Bon. Quand on voit ce que ces services font à l'extérieur, on a la peur au ventre. Vous allez répondre à ça. Non, quoi par exemple? Ben, ça va exécuter des gens, des opposants à l'extérieur. Par exemple, en Afrique du Sud, vous connaissez, vous avez les informations là-dessus. Assassiner des opposants à l'extérieur, mais c'est très grave. C'est une manière aussi... Non, mais que ce soit grave, moi, on comprend. Mais comment fonctionnez-vous? Voilà, c'est ce que je veux savoir. C'est une manière d'abîmer des relations, et ça, c'est très grave. Parce que le problème, le service secret serait redoutable s'il évite aux pays voisins le malheur. C'est ça être redoutable, c'est ça être efficace. Mais vous êtes un diplomate, je ne vois pas. Un diplomate de carrière. Dites-moi, comment le service rwandais est extrêmement redoutable? Non, la question, ce n'est pas d'être redoutable. Mais une fois de plus, nous avons dit les moyens. Ils ont les moyens. Oui, chaque État, tout dépend de la vision de celui qui dirige les pays aussi. Je sais que Kagame investit plus dans les services de renseignement et ils sont plus aidés aussi par les Israéliens. Je ne sais pas si vous avez me suivi depuis quelques années. Les Rwandais et l'Ouganda sont aidés par Israël afin que les demandeurs d'asile qui sont en Israël, que Israël ne veut pas accueillir, ces deux pays-là ont signé des accords secrets en contrepartie des moyens financiers et des formations des services de renseignement rwandais, ougandais par les Israéliens. N'oublions pas que le service de renseignement israélien fait partie de ces services-là qui est quand même bien réputé. Il faut parler, hein, allez-y, il faut parler. Dans le monde. Donc c'est ça. Répétez quoi dans des enlèvements et puis allez-y. Dans la tactique que les services de renseignement rwandais les font. Voilà. Pour moi, c'est tel fils, tel père. Voilà. Ça, je dis que voilà, les Rwandais est vraiment dans la lignée de ce que font les services de renseignement israéliens. Donc c'est un service extrêmement dangereux, c'est ce que vous voulez dire? Bon, écoutez, tel qu'on a dit dès le début, la définition d'un service de renseignement, c'est pour prévenir et anticiper la déstabilisation d'un État ou des États voisins. Et pourtant, il déstabilise, pour ainsi dire, d'autres États, comme la RDC par exemple. Oui. La déstabilisation... Bon, il y a aussi des enjeux économiques. Vous voyez la guerre que le Rwanda a menée pendant des années, même jusqu'à ce jour en RDC, c'est une guerre économique pour faire fructifier son économie. Il y a aussi une autre façon de vouloir marquer le leadership au niveau de la sous-région, de la sous-région des Grands Lacs ou bien de l'Afrique centrale. Donc tout ça, il y a plusieurs raisons sous-enchantes plutôt pour justifier toutes ces guerres-là au niveau de la sous-région afin de prendre le monopole de la sous-région. Alors, torture. Avez-vous torturé les gens? Non. Je n'ai pas torturé. Vos seconds, les gens avec qui vous travaillez? Il y a eu des cas de torture en République centrafricaine. Des vraies tortures? Les tortures que moi j'ai subies. Assisté? Non, je n'ai pas besoin de torturer. Ah, vous avez besoin de quoi? Voilà. J'ai besoin de donner les informations. Ah, d'accord. Et la justice, c'est à la justice de prendre le relais, effectivement.
Et donc, si c'est des tortures juridiques, bon, on pourrait... Il y a aussi torture juridique, la Oui. peur d'entraîner quelqu'un devant les tribunaux. Oui, bien sûr. Il y a des montages de faux papiers, il y a des... C'est-à-dire, en fait, si on décide de mettre quelqu'un par terre, on se donne les moyens de le faire. Alors l'Afrique va peut-être disparaître parce que son service de renseignement est à désirer parce que c'est souvent néoté, on vient de l'entendre ici, néoté par le népotisme, néoté par des gens qui n'ont pas les compétences requises. Donc par définition, quand on présente l'argent, les gens laissent passer l'ennemi au sein de leur territoire. On a beaucoup remarqué ça en Afrique. Donc il faut une certaine morale, aussi le patriotisme pour protéger un État. Je vous dis merci, à très bientôt, au revoir.